Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc cette semaine, on va voir les sacs d'intervention du véhicule SMUR. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Voilà, donc on se retrouve à nouveau donc, dans les locaux SMUR. Je suis toujours en présence de Maxime. Ah oui, toujours moi. Je te laisse te représenter. Donne toujours Maxime, toujours 20 ans au SMUR, voilà. toujours ambulancier. Et donc dans cette vidéo, on avait promis, on va enfin dévoiler un petit peu l'intégralité des sacs qu'il y a donc, dans les VLM. D'ailleurs, on avait déjà fait une vidéo ensemble sur la VLM. Je vous remets le lien de la vidéo juste ici, donc foncez la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter le premier sac? Ouais, écoute, on va commencer par le sac de l'avant si tu veux. Vas-y, le sac de l'avant, c'est parti. C'est celui qui est pris par l'ambulancier, le général. Ok. Hop, on a les poches extérieures. Tu veux que je te sorte ce qui est dans les poches? Vas-y. Ouais. Donc ici, on retrouve le fameux petit safety box. Voilà, donc ça c'est la boîte en fait pour tout ce qui est piquant, hein, quand on se pique pas sur l'intervention, on met ça directement dedans, on recapuchonne jamais, on met dedans et c'est safety box. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc à ce niveau-là. Les sacs d'asserie qui vont avec. Les petits sacs, voilà. Ici, c'est ce que nous on appelle des réserves. Hein. On a des petites réserves dans notre sac. Ok, donc des réserves de quoi? Donc là, tu retrouves un accélérateur de perf. Oui. Ici, de quoi pouvoir faire des petits pansements. Hein. Tu as des bandes, des tampons américains, des gants stériles pour le docteur. Voilà. Donc là, il y a plusieurs tailles à chaque fois. Normalement, on connaît nos tailles. Hein. C'est les mêmes qu'à l'hôpital, 6, 7, 8. On connaît nos tailles de gants. Tout à fait, Et il y a plusieurs tailles parce que c'est pas toujours le même docteur. Pas toujours le même docteur, tout à fait. Donc des abaisse-langues, couverture de survie. Ici, c'est des petits clamps. Ouais, ça c'est éventuellement si on a une artère ou on a besoin d'aller clamper quoi que ce soit, on a directement le matériel qui est stérile, qui est notamment à usage unique. Voilà, on retrouve un lobilan supplémentaire. Vous voyez là, on en a un dans le sac, mais si jamais il y a deux personnes ou si jamais on loupe le premier, on en a un de réserve. Oui. Un petit Vomix. Oui, ça sert toujours. Très utile. Et puis des lunettes et des masques pour, dès l'instant, on va travailler sur la sphère ORL, on est censé les porter. Notamment sur l'intubation, hein, normalement on est censé mettre des lunettes aussi lorsqu'on va intuber, parce qu'on est au plus proche du patient, on est au risque de se contaminer, donc on se protège également. Tout à fait. Chaque sac est optimisé, il faut savoir que, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ce sac-là, c'est spécifique. Donc, au SMUR d'Épinal et c'est ce qu'on ne trouvera pas nécessairement dans d'autres SMUR, mais même si dans l'ensemble le matériel est à peu près le même, mais c'est chaque organisation en interne qui est un petit peu spécifique à chaque fois. Exactement. Et au final, tu connais exactement ce qu'il y a dans chaque endroit du sac. Voilà, nous on connaît ce sac par cœur, hein, à force de beaucoup plus que le médecin ou même nous des fois, on ne sait plus à quel endroit et c'est vous qui l'aide. C'est nous qui allons chercher le matériel à l'intérieur du sac. C'est ça. Je continue sur les extérieurs. Ouais. Donc là, on a des petites réserves de piles parce qu'on a du matériel électrique à bord du véhicule, qui est sur batterie, je veux dire, et donc on peut éventuellement avoir des soucis de piles. Et oui, ça peut arriver. Ça, c'est une réserve de seringues électriques qui vont avec les pousses seringues. On verra qu'on en a également à l'intérieur. Ouais. Et ici, on a des salem, des sondes nasogastriques. On a 3 tailles différentes. Si je te continue sur les extérieurs, ici, sur l'avant, on a une biceptine, une bétadine, je veux dire. Oui. On a une biceptine de réserve. Voilà. On a du gel. Pour désinfecter. Ça c'est pour les pastilles de notre scope. Si jamais elle manque un petit peu d'adhésif, en fait, on peut mettre un petit peu de gel pour que le contact se fasse mieux. Okay. Ici, on a un ciseau pour couper les cuirs, les bottes, etc. Un aimant. Ok, oui. Pour neutraliser un pacemaker. Ça sur le pacemaker également. Donc ça retire en fait l'effet du pacemaker et ça peut être utilisé en médecine d'urgence lorsqu'on veut voir le rythme en fait qui est en dessous du pacemaker. On met l'aimant et on retire ce rythme-là. Donc ça, c'est un élément médical. On peut pas ça n'importe comment. C'est pas dangereux. C'est pas pour mettre sous le frigo. Non, exactement. Une petite lampe électrique. Ouais, ça la loupiote aussi. La loupiote. Ouais. Et troisième pochette. Au final, pareil, c'est que le sac, il peut rien contenir de plus en fait. Là, il est optimisé à 100%. Au taquet là. Quand on nous demande de rajouter des choses, c'est un vrai casse-tête pour nous. Il faut retirer certains trucs des fois. Exactement. On a un masque haute concentration. Donc ça, c'est pour tout ce qui est respiration. Mettre l'oxygène à haut débit. Ça, c'est pour les aérosols. Les aérosols, réserve où on met le médicament, comme par exemple de la ventoline, et puis on va faire des aérosols aux patients. Des lunettes, même si... Des lunettes à oxygène, voilà. Si on a besoin de petits débits, non, c'est pas débit, mais des fois, il peut y avoir besoin d'un petit peu d'oxygène quand même. Tout à fait. Donc là où je te disais qu'en fait, il était bien pensé, c'est qu'en fait, il est compartimenté. Nous, on l'a compartimenté avec des codes couleurs. C'est-à-dire qu'ici, on a un code couleur qui est rouge. Rouge, c'est 100. C'est ce qui va nous permettre de
préparer les perfusions. Donc quand il y a des nouvelles infirmières qui viennent, on leur présente le sac exactement de la même manière. Comme ça, si elles doivent aller chercher du matériel, elles savent à peu près où se diriger dans le sac. Là, c'est un lot bilan. Oui. Donc là, on a nos petits tubes, de quoi poser l'upside, en fait, de quoi désinfecter et poser la perfusion. Exactement. Ici, on va retrouver différents solutés. Dans cette poche-là, c'est principalement ce que nous, on appelle des salés. C'est du chlorure de sodium. Donc, on a différents pochons, différentes tailles, du 500, du 250. On a également du Ringer dans cette poche. On a une deuxième poche ici avec de nouveau des solutés, ce qu'on appelle, nous, plutôt les sucrés, du coup. Donc, c'est du glucose, on a du G5. Différentes contenances, 250, du sang, un petit paracétamol, on va dire, ça n'a rien à voir avec le sucré. Un des médicaments les plus utilisés en médecine d'urgence, c'est de toute façon à la base antalgique de palier 1, le paracétamol. Et on a un petit G10. Voilà, donc ça c'est principalement sur les grosses hypoglycémies où il faut resucrer. On a besoin des fois de mettre beaucoup de sucre qu'on peut mettre rapidement et en débit un peu plus lent également. On a la troisième pochette, du coup on va retrouver différentes tailles de cathlon. Voilà. En fonction de l'infirmière, du débit qu'elle veut mettre du patient en place. également. Et du patient également, bien sûr. Des compresses. Un transfert poche-flacon pour les médicaments. Transféré directement dans les poches. On retrouve des tubulures. Une biceptine, qui celle-ci est celle qui est utilisée. L'autre, c'était une réserve. Ici, on retrouve une petite pochette avec des ailettes et un petit médicament. Alors, pourquoi il est là? Parce qu'il fallait bien qu'on le mette quelque part. C'est ça que c'est le Natispray. C'est un médicament qu'on peut mettre dans certaines situations, sur certaines douleurs thoraciques. On retrouve aussi des Opsites, parce que on en a dans la boîte bilan, on en a dans la réserve là-bas. Donc ça, les Opsites, en fait, c'est une espèce de petits films plastiques qu'on colle directement sur la peau pour, lorsqu'on a posé la perfusion, éviter que, justement, vu qu'on brancarde le patient, qu'on a des fois des escaliers à descendre, éviter que la perfusion se retire. Parce que ça, c'est la pire chose, c'est que ça se retire pendant le brancardage. Donc ça permet déjà au niveau de l'hygiène et aussi de limiter les risques que ça se retire. Tout à fait. Voilà. Et on a une tubulure opaque qui correspond au passage de certains médicaments qui réagissent un peu à la lumière. Ok, d'accord. Donc là, c'est la partie rouge, c'est la partie sans perfusion. Tout à fait, directement. perfusion, exactement. À côté, tu as une pochette bleue à côté. Ouais, bleu égale R, donc ce sera plutôt la pochette intubation. Voilà, donc on est sur les voies aériennes là cette fois. Tout à fait, on est sur les voies aériennes, tout à fait. Donc on pourrait dire que quelque part c'est un peu ta pochette. Mais même si c'est vous qui préparez le matériel, c'est-à-dire que lorsque nous on est auprès du patient et qu'on optimise sa ventilation, c'est vous qui allez nous préparer en fait le matériel en fonction. Moi je te demande, tu veux une lame de combien, une sonde de combien, et en fonction de ce que tu me dis, je prépare. Différentes tailles de lames, on va montrer un petit peu. Oui, tout à fait. Donc si tu dois intuber, tu as besoin d'un laryngos, donc on en a deux, on a un manche long et un manche court. Ça, c'est des manches en fait, où j'ai pas encore fait de vidéo sur l'intubation, mais je pense que j'en ferai une un jour, où en fait on a dedans des piles avec, en effet, on voit là une petite LED qui va s'allumer, et l'objectif c'est que ça va permettre d'éclairer le fond de la gorge. Et l'intubation, le concept, c'est qu'on a des sondes de différentes tailles qu'on va devoir aller mettre dans la trachée. Et l'objectif, c'est de ne pas se tromper de trou et de ne pas aller mettre la sonde dans l'œsophage. Malheureusement, ça peut arriver parce qu'en urgence, on est dans des situations justement d'urgence où c'est des intubations qui sont plus difficiles et où ça peut éventuellement être plus compliqué. Donc, c'est grâce à ce matériel-là, donc ce laryngoscope, avec, je te laisse vous montrer différents types de lames. Donc, dans celui-ci, on a deux lames. On a une lame de 3 et une lame de 4. On a d'autres types de lames dans un autre sac qu'on verra tout à l'heure. Et ça, c'est des. Donc là, elles sont sous plastique, mais c'est des lames en métal qu'on va. Tu sais, on peut en ouvrir une. Ça, si tu veux, c'est des lames comme ça qu'on va en métal, et au final on a la fibre optique en fait qui est à l'intérieur, et lorsqu'on va la clipser directement dedans, hop, ça va nous permettre d'éclairer, et ça épouse en fait la forme de la langue, parce que lorsqu'on a un tube, souvent la personne assez souvent quand même est sur le dos, donc on a la langue qui tombe au fond de la gorge, et avec ce laryngoscope, l'objectif c'est d'aller soulever en fait la langue et d'aller pouvoir voir dans le fond de la gorge la trachée. Notamment, nous, c'est les cordes vocales, c'est notre repère, c'est de voir ces cordes vocales-là pour aller mettre la sonde d'intubation qui est, je ne sais pas où, elles sont là. Elles sont à côté. Ou pareil, les sondes d'intubation, on a différentes tailles de sondes d'intubation en fonction de la taille de la trachée, et qu'on va les mettre donc directement, qu'on va les mettre dans la trachée. Et les sondes d'intubation, c'est pour ça qu'elles ont cette forme un petit peu courbée, c'est qu'elles épousent en fait la forme du laryngoscope. Voilà. Et ça, très important. Ouais, ça c'est le fixe sonde. Donc on en a deux tailles, petite taille, grande taille. Donc ça se met sur la bouche. L'objectif c'est que ça maintienne la sonde d'intubation un petit peu en place, parce que autant on a peur que
sur du brancardage que la personne retire la perfusion, autant également on a peur que la patiente s'extube. Donc c'est-à-dire que le tuyau sorte de la trachée et aille dans la bouche, où là du coup c'est peut être vraiment catastrophique hein, parce qu'il faut réintuber des fois en catastrophe et ça peut avoir des conséquences assez graves, notamment d'inhalation, c'est-à-dire de vomissement qui irait dans les poumons. On retrouve des guédelles. Voilà. Donc, les guédelles, ça permet de libérer les voies aériennes également. Hein. C'est des canules hein, de différentes tailles qui permettent également de soulever la langue et d'optimiser un petit peu la ventilation. La personne respire un peu mieux. Mais ça ne protège pas autant qu'une intubation parce que même si la langue est soulevée, qu'on respire mieux, on peut quand même vomir dans les poumons. Et c'est un des intérêts notamment de l'intubation, c'est de protéger un petit peu les poumons et d'éviter qu'il y ait du vomi, des tubes gastriques qui aillent dans les poumons. Notamment, au niveau de la sonde d'intubation, on a un petit ballonnet qui se gonfle et qui permet de protéger vraiment les poumons. Une pince de Magil. Voilà, alors ça, cette pince-là, donc c'est une pince qui est assez grande et ça va permettre d'aller rechercher des corps étrangers, notamment qui obstrueraient les voies aériennes, comme par exemple sur une fausse route. Hein, quelqu'un qui a fait une fausse route avec un morceau de steak ou de pain qui serait coincé au fond de la gorge et qui empêcherait de respirer. Et avec ça, on peut aller chercher. Moi, j'ai déjà été chercher même des fois des morceaux d'herbe. Des trucs un peu. Mais je ne sais pas ce qu'on peut trouver là-dedans. Ça, c'est un ETCO2. Alors, celui-ci, il se branche sur le scope. Alors ça, pour vous expliquer, en fait, le TCO2, ça permet d'être sûr qu'on est bien dans les poumons, parce qu'en fait, dans les poumons, on produit du CO2, et lorsqu'on a une courbe de CO2, donc on voit du CO2 dans les poumons, ça veut dire qu'on est bien dans les poumons. Et ça nous permet d'être sûr normalement qu'on n'est pas dans l'estomac. Tout à fait. On retrouve également de quoi fixer notre sonde d'intubation. En plus de ce fixateur de sonde, mais ça c'est parce que c'est un peu ancestral, c'est ce qu'on utilisait avant d'avoir ce matériel-là. Et on le conserve, au cas où on aurait un souci avec nos fixateurs. C'est toujours la sécurité, vous voyez, on a toujours de la réserve au cas où, on est toujours prêt, on anticipe que si jamais il y a un souci avec du matériel, on a quand même un plan B normalement à chaque fois. Exactement. Ici c'est un petit appareil qui permet tout à fait, un manomètre qui permet de contrôler la pression dans le ballonnet de la sonde d'intubation. Voilà, parce qu'on a vu qu'on gonfle le ballonnet, l'objectif c'est que normalement le ballonnet ne soit pas trop gonflé non plus, parce que s'il est trop gonflé, ça vient comprimer en fait la trachée et ça peut favoriser des nécroses éventuellement. Tout à fait. Donc faut que ça soit gonflé, mais pas trop. Et là on retrouve tout notre panel de sondes d'intubation. Au final, donc il y a la partie jaune maintenant. Ouais, la partie jaune, c'est tout ce qui est préparation de médicaments. Donc en fait on retrouve des seringues ici pour préparer les médicaments. Oui. Et ici, on retrouve l'ampoulier pour l'infirmière, pour préparer toutes ces préparations. Tous nos médicaments qu'on a d'urgence. Tout à fait. Avec cette petite pochette là qui reste, la dernière petite pochette, où tu vas retrouver des seringues de 60, des seringues de 20, des seringues de 10 et des trocards pour l'infirmière pour pouvoir préparer toutes ces dilutions. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le sac de l'avant. C'est le sac de l'avant, oui, tout à fait. Et voilà, on va voir maintenant un autre sac peut-être. Alors sur ce deuxième sac, on va retrouver notre petit canari qui va sonner en cas de détection de CO. Oui. On va retrouver une poche avec des bougies d'Eichmann, des sondes d'aspiration. Oui. Et là, il va falloir aspirer le patient. Donc ça, les bougies d'Eichmann, c'est lorsqu'on a un peu de mal à intuber, vu qu'on est sur des situations d'intubition difficiles, comme je disais avant. C'est des guides en fait semi-rigides qui nous aident un petit peu à guider un peu plus et être dans le bon trou. Tout à fait. Voilà, ok. Sur la petite pochette sur le côté, on va retrouver un stéto. Alors même si normalement on est censé avoir nos stéthoscopes, nos propres stéthoscopes, mais bon, ça peut arriver de temps en temps que… Le docteur tête en l'air qui le dit. Et voilà, ça peut arriver. Un tensiomètre et une petite sonde de température rectale. De l'autre côté, tu vas retrouver un insufflateur manuel pédiatrique. À l'intérieur du sac, on va retrouver un insufflateur manuel adulte. Là, c'est le DIO. Ça, c'est un dispositif de voie intra-osseuse. Ça permet en fait d'aller… oui, si tu veux l'ouvrir, oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu des plombs. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de matériel en fait, qui est plombé directement. C'est-à-dire que lorsque c'est plombé là comme ça, avec ce type de petits plombs en fait, qui sont numérotés, et on sait qu'il est à jour, il est opérationnel et qu'en fait tout est bon dedans, tout a été vérifié, les dates de péremption, etc. Parce que ça fait partie aussi de vos missions, on en a déjà parlé sur la vidéo sur le métier d'ambulancier SMUR, d'ailleurs j'en mets le lien juste ici, où en fait c'est que tout soit opérationnel en permanence. Exactement. Voilà. Ensuite, on va retrouver cette pochette dans laquelle on va retrouver un thermomètre. Le thermomètre, oui. Ouais. Hop, le thermomètre. De quoi faire une glycémie. Oui, donc le taux de sucre. Oui, tout à fait. Et l'autoscope. Et en dernier, ce qu'on va retrouver dans le sac, enfin en avant-dernier, c'est un laryngoscope, mais avec caméra intégrée. Oui.
C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser celui-là, mais c'est un MacGraph. Et ça permet en fait d'avoir une petite caméra au bout et on a directement la vision. Ça nous permet d'être plus proche et normalement d'optimiser l'intubation. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser. Et on a la petite pochette administrative à l'intérieur, dans lequel on va retrouver des ordonnances. Oui, alors ça c'est lorsqu'on a besoin sur place des fois de faire une ordonnance pour certains médicaments. Oui, tout à fait. On a nos scores. C'est là aussi où on a nos certificats de décès. Parce que on fait beaucoup de décès aussi en SMUR, parce qu'on part initialement pour un arrêt cardio-respiratoire. Malheureusement, dans certaines situations, on n'arrive pas à réanimer la personne et on va directement aller faire le certificat de décès sur place. Tout à fait. Et ça aussi, ça vous intéresse, on pourra faire des vidéos à ce sujet-là, sur les certificats de décès, parce que c'est à ce moment-là où on décide s'il faut mettre un obstacle médico-légal ou pas. Et voilà, et donc là, on a sur le sac médecin. Le sac médecin, oui. Ensuite, donc là, la vidéo sera peut-être un petit peu trop longue, donc on a également le sac le même en sac pédiatrique. Tout à fait. Et qu'on ne va pas rouvrir là en complément, parce qu'en fait… C'est exactement le même que le sac adulte, seulement les tailles sont adaptées à l'enfant. Les sondes d'intubation sont plus petites, les garrots sont plus petits. Exactement, le Perfalgan c'est adapté au pose de poids. Donc au final, ça n'aura pas d'intérêt pour la vidéo qu'on montre là. Par contre, on va peut-être en profiter pour aller ouvrir les autres mallettes, parce qu'il y a quelques mallettes intéressantes. Tout à fait. Et bien sûr, après la vidéo, il va falloir tout replomber, quoi. Ah oui. Ça, c'est mon boulot. On va replomber tout ça après. Parce qu'en effet, donc là la VLM est sur place, la deuxième est à côté là, mais à tout moment le bip peut sonner et puis on pourrait avoir besoin à partir d'intervention. Dans ce cas-là, on utiliserait l'autre véhicule bien naturellement. Ok, donc sur les deux mallettes, première mallette. Allez, je te sors la première, c'est ce qu'on appelle le kit suture. Voilà, alors toutes les mallettes sont plombées de la même façon, donc il faudra à nouveau… alors en général, j'utilise le ciseau pour les déplomber. Alors, mallette suture. Écoute, c'est très simple, tu retrouves tout le matériel nécessaire pour suturer. Là, notamment, tu as une agrafeuse. Voilà, ça c'est vrai que normalement, c'est vrai que les sutures, on les fait plutôt d'urgence, mais on peut être amené dans certaines situations à faire des sutures en pré-hospitalier, notamment sur des plaies qui saignent de façon abondante et qui ne sont pas maîtrisées, notamment par une compression, ou des plaies très délabrantes ou très impressionnantes. Sinon, après, tu retrouves des choses assez classiques, un plateau suture, différents fils, tailles de fil, des bandes pour faire des compressions, des tampons américains. Ça, c'est pour raser justement si on a des cheveux, pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Exactement, et puis on a des champs stériles. Ok, d'accord. On va travailler le plus proprement possible. Ici, donc mallette suivante. La petite valise accouchement. Mallette accouchement, voilà. Donc ça peut arriver aussi à les interventions sur les accouchements. Tout à fait. Donc on a un listing à l'intérieur, avec tout le matériel et les dates de péremption. Écoute, c'est simple, tu retrouves un plateau accouchement, tu as tout le matériel nécessaire pour pratiquer l'accouchement, des clamp bars, des bonnets pour le bébé, il y a des couches pour le bébé, des slips filets pour la maman. Tout à fait. Et ici on a un petit aspirateur de mucosité pour pouvoir aspirer le bébé si jamais c'était nécessaire. C'est un peu obstrué, on peut peut-être faire une petite aspiration. Tout à fait. Elle est relativement simple en fait, cette valise. Ici, tu as des sondes urinaires pour la maman, et puis des champs pour essayer de travailler le plus proprement possible. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la mallette accouchement. Et il reste encore quelques mallettes, je crois. Ah oui, on en a plein. Ça. Après, nous, on s'en va, puis on laissera Olivier. Oui, parce qu'au moins, là, pour la vidéo, cette fois, j'ai un cadreur là, qui nous cadre la vidéo. Et il va pouvoir replomber tout ça. Non, on va l'aider. Je t'en ai sorti deux autres. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, la valise diverse. La valise diverse. Alors diverse, c'est parce que, en fait, ça reprend un peu tout le matériel qu'on a dans d'autres valises, mais qu'on a en quantité supplémentaire. Hop là. Ok. Voilà. La seule particularité, c'est ce médicament qui est ici, le cyanokit. Oui, donc ça c'est un antidote qu'on utilise notamment chez les intoxiqués par fumée d'incendie. Le cyanokit, c'est l'antidote pour l'hydroxocobalamine. Donc voilà, ça on l'utilise pas tous les jours, mais quand on en a besoin, il faut qu'on l'ait sous la main. On l'ait, tout à fait. Et là, tu vas retrouver des réserves de tubulures, pour les seringues électriques, des cathés en quantité énorme, des seringues de toutes tailles différentes, des masques, alors haute concentration ou les masques aérosols comme on a pu voir tout à l'heure. Et ici, on a une réserve également si jamais on a besoin d'un autre tuyau de respirateur. C'est vraiment une valise diverse réserve en fait. Voilà, une autre réserve encore. Une réserve de réserve. Tout à fait. Hop, je te sors celle-ci. Comme son nom l'indique, intubation difficile.
Pour ça, c'est un peu la crainte aussi des urgentistes de ne pas réussir à intuber parce qu'on est encore une fois dans des situations qui sont complexes déjà. On n'est pas comme au bloc opératoire, c'est qu'on est au bord de la route, on est la nuit, la personne elle est instable, on ne sait pas les antécédents, on ne sait pas s'il est à jeun ou pas. La plupart du temps, les gens ne sont pas à jeun. Donc ça peut être des fois très très compliqué, sans oublier que des fois il y a des malformations, il y a des fois des lésions traumatiques. Donc on a cette mallette-là avec du matériel en plus. Ouais, c'est du matériel de fast track en fait. Donc ça c'est des autres matériel très spécifique. Voilà, ça c'est des autres systèmes d'intubation difficiles. Également, si ça vous intéresse, on pourra également faire des vidéos à ce sujet-là, mais on ne va pas tout dévoiler là, ce serait vraiment trop complexe, un peu compliqué, trop long à tout développer. Et on a aussi du matériel de trachéotomie, si jamais on n'arrivait pas à l'intuber. La cricothyroïdotomie, sachant que les cricothyroïdotomies, c'est exceptionnel. Moi, j'en ai jamais fait à titre personnel. Et puis on l'ouvre, franchement, c'est très très rare. En fait. Un adulte et un pédiatrique. Est-ce qu'il reste une manette? Ouais, j'en ai pas. Allez. Ok, je te montre tout. Vas-y, vas-y. Donc, tu vois, on a également, si tu te rappelles, dans le sac, on avait l'ampoulier jaune, la partie jaune. On a également 2 ampouliers de réserve avec des médicaments qui ne sont pas forcément des médicaments de premier jet, mais dont on a l'utilité. Ok, d'accord. On retrouve cette jolie petite pochette qui est en fait une attelle de traction. Oui. Alors, ça s'appelle la Fleischmann, celle-ci. Qu'est-ce qu'une attelle de traction? Une attelle de traction, si jamais il y avait une fracture au niveau d'un fémur, par exemple, et que ça nécessite de réaligner le membre, on va mettre en place cette attelle pour réaligner le membre. Ce que l'objectif, c'est de tracter la jambe pour aller remettre un petit peu le fémur droit. Ça, c'est grâce à cette attelle-là. Également, on pourra faire une vidéo. Donc au final, il y a plein de vidéos qu'on peut faire. C'est fou, clair. Ça, c'est notre petit kit brûlure. Oui. Alors à l'intérieur, on va retrouver simplement, chez les brûlés, on dit qu'on doit boucher tous les trous, donc on doit l'intuber, mais il y a également au niveau des voies urinaires, donc on a une sonde urinaire. Une sonde urinaire, voilà, parce que le risque, c'est que s'il y a une brûlure au niveau des parties génitales, le risque, c'est que ça gonfle et que la personne ne puisse plus uriner. Donc on va aller assez vite poser une sonde urinaire pour maintenir la voie ouverte, on va dire. Tout à fait. On a 2 tailles différentes. Ensuite, on a des champs qui vont nous permettre de couvrir l'intégralité de la victime. Oui. Et on a ce qu'on appelle des stop-brûles. Et des brûle-stop, Des brûle-stop, tout à fait. Alors on a plusieurs tailles, on a soit couverture, soit compresse. On a aussi masque facial. Ça marche vraiment bien. Ça marche super bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais également fait une vidéo aussi sur les sacs d'intervention de l'AR, des pompiers de Paris, qui ont à peu près également ce même type de matériel. J'en mets le lien de la vidéo là également. Si vous ne l'avez pas vu, foncez la voir également. Voilà, donc voilà. Des rince-œil et un petit coupe-bague. Et un coupe-bague aussi. Voilà. Ça, coupe-bague, c'est si c'est gonflé pareil, que ça ne fasse pas garrot, qu'on puisse aller directement couper la bague. Tout à fait. Ok. Et donc là, on a à peu près fait le tour des manettes. Ouais, on a quasiment fait le tour des mallettes. Là, il nous reste quelques petites. Il reste lesquelles alors du coup? On a encore tout ce qui est. On va les voir peut-être à l'intérieur. Donc au final, donc là, voilà, ça fait quand même pas mal de matériel, mine de rien, à vérifier que ce soit opérationnel en permanence. Oui. Et donc là, juste pour terminer, si on vient voir au niveau du coffre, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre scope avec le défibrillateur qui est associé. Voilà. Qui est derrière. Ça, c'est le sac pédiatrique qu'on ne vous a pas présenté, mais qu'on a dit c'est exactement le même que l'autre. Oui, tout à fait, c'est le même que l'adulte. C'est la même configuration. Tout à fait. Oxygène. L'oxygène, voilà. Calinox. Calinox. Sur la partie supérieure, c'est ce qui est électrique. Avec, on peut le sortir, tout à fait. Hop. On a 4 seringues électriques, un respirateur. Ça, ce sac-là, c'est le matériel qui est avec le respi. C'est le tuyau qu'on a pu voir dans la valise réserve. Voilà. Ici, c'est l'hémoQ. Et ça, l'hémoQ, donc ça, c'est pour avoir rapidement le taux d'hémoglobine, ce qui peut être important, notamment sur quelqu'un qui est traumatisé pour savoir s'il est en choc hémorragique ou pas. Et ça, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur l'utilisation de l'hémoQ. Ok. Et c'est fini. Presque. En fait, c'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a encore. Voilà. On a un petit peu par ici. Hop. Donc ici, on a un aspirateur de mucosité. Oui. Ici, tu retrouves 2 pochettes. En fait, c'est des damage control. C'est tout le matériel nécessaire pour le damage control. Donc le damage control, c'est la prise en charge spécifique, notamment en cas d'attentat, qu'on a plein de blessés à prendre en charge et qu'on fait de la médecine écourtée, on va dire, pour arrêter tout ce qui est en train de saigner en fait. Tout à fait. Ok. Et là, c'est la réserve de l'intubation. La réserve de l'intubation. Vous bien, il n'y a pas de réserve d'intubation. Ben oui, il y a toujours des réserves, bien sûr. Ouais, et vous vérifierez qu'à chaque fois, en effet, toutes elles sont vraiment totalement plombées. Et on sait que ça a été vérifié le 12 juin. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc tout est plombé en permanence. Tout à fait. Ok. On a une petite réserve de soluté. Voilà, qui est plombée également. Qui est plombée également, ouais, tout à fait. Et là, c'est une petite pochette plombée également qui est à visée cardiaque. C'est tous des médicaments en lien avec tout ce qui pourrait être problème d'ordre cardiaque. Ok, et est-ce qu'on a fait le tour? C'est bon? Oui. Oui, on a fini le tour. Là. Il reste ça.
Oui. Et ça à la limite. Ça, c'est le détecteur de CO. Ah oui, le détecteur de CO, oui. Ouais, tout à fait. Mais il sera bientôt obsolète puisqu'avec les scopes qu'on a, on aura la pince directement, donc on n'en aura plus besoin. Ok, d'accord. Et ça, c'est un garrot pneumatique. Garrot pneumatique, alors on a d'autres types de garrots maintenant, hein, mais c'est matériel obligatoire à bord de notre véhicule, qui nous est imposé, donc on le conserve à bord du véhicule. Ok, d'accord. Donc voilà à peu près tout le matériel qu'on a dans les sacs. Et puis on a aussi devant pour les stupes, hein, le petit coffre-fort. Le coffre et puis le frigo. Voilà, tout à fait. Ok. Bah, merci beaucoup Max. Bah, je t'en prie. Voilà, cette vidéo était peut-être un petit peu longue, mais au moins on a vu à peu près l'ensemble du matériel qu'on a dans les VLM. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao.